de diffuser le plus l'utilisation des outils TIS. Là, on en a choisi 3, donc WooFlash, Padlet et Kahoot. Donc voilà, c'est un choix raisonné parce qu'on est un peu en contact avec tout ce qui se fait actuellement au niveau de la littérature et c'est un peu ceux qui ont pignon sur rue. On est conscient qu'il y en a beaucoup d'autres que vous utilisez dans les différents domaines. Donc n'hésitez pas, dans un deuxième temps, on aimerait bien mettre en place un deuxième webinaire et que vous nous fassiez remonter les outils que vous utilisez et qu'on puisse vraiment avoir un panorama de ces outils afin de pouvoir nous prononcer, de savoir ceux qu'on voudra institutionnaliser par la suite. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, vous m'interpellez, vous me dites, écoutez Manu, on a Socrative qu'on utilise beaucoup, on a Quizlet qu'on utilise beaucoup, on aimerait bien présenter ce qu'on fait. Et c'est vraiment un partage d'expérience et de montrer comment vous l'utilisez dans la construction de vos séquences didactiques. Donc ça, c'est un des points fondamentaux. Dans un deuxième temps, on va diffuser un sondage et ce sondage nous permettra un peu de savoir ceux qu'on va institutionnaliser au CEF et surtout ceux pour lesquels on va mettre en place de la formation continue. Donc ça, ce sont un petit peu les 3 étapes sur lesquels on aimerait travailler pour vraiment rendre un petit peu ces outils coutumiers à tout le monde. Voilà, à la fin, vous allez recevoir dans Teams une grille. Cette grille, elle fait un petit peu le bilan de tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc voilà, elle pèse un petit peu le pour et le contre des outils qu'on a choisis aujourd'hui. Donc voilà, je tiens vraiment du cœur à remercier vous, chers collègues qui êtes là pour suivre ce webinaire, mais surtout mes 2 collègues si présents à côté de moi, donc Christian Kfeller et Christophe Saner, avec lesquels on a vraiment travaillé d'arrache-pied pour essayer de monter quelque chose d'assez probant pour vous. Donc voilà. On espère qu'à la fin, vous serez satisfait. Le but, c'est vraiment qu'on puisse partager et peut-être que ce format-là, celui des webinaires, permet de le faire le plus facilement possible dans la mesure où on peut le faire à distance. Je cueille aussi l'occasion pour remercier Cédric qui doit être là en live et à qui je passe la parole juste quelques minutes, qui aimerait faire le point sur certains éléments. Et ensuite, on reprendra les choses dans leur fonctionnement global, c'est-à-dire on commencera par WooFlash avec Christophe, ensuite Christiane avec Padlet et moi en dernier avec Kahoot. Voilà, merci Cédric, je te laisse la parole. Merci Manu, bonsoir tout le monde. Avant de commencer déjà, même chose, du fond du cœur, j'aimerais remercier Christiane, Christophe et Manu d'avoir pris l'initiative et préparé ce webinaire. C'est quelque chose de nouveau pour nous ici au CEF, mais c'est aussi quelque chose évidemment d'important et qui pourra, on l'espère, se généraliser à l'avenir. Pourquoi finalement je prends la parole en début de ce séminaire? C'est pas pour vous parler de WooClap, bien loin de moi cette idée, c'est pour vous parler de DigiCEF. Puis pourquoi vous parler de DigiCEF? C'est parce qu'il y a eu quelques questions et quelques remontées qui sont venues jusqu'à moi, qui ont passé aussi par les directeurs de domaine, par rapport à l'utilité de DigiCEF, puis finalement à l'articulation de DigiCEF avec tous ces outils, avec ces outils TIS, mais aussi avec le déploiement du BYOD qui va se faire dans 2 classes pilotes à la rentrée cet été. Et on a ressenti finalement ce besoin de pouvoir peut-être recentrer DigiCEF. D'ailleurs, on est en train d'en rediscuter par rapport à sa forme et à la création des groupes. Il y aura probablement aussi des changements à l'avenir. Je voulais juste, par cette brève intervention, vous rappeler que finalement, le cœur de DigiCEF, c'est la pédagogie. C'est ni les outils TIS, c'est ni le BYOD, c'est ni d'autres infrastructures qu'on aurait pu mettre ou qu'on va encore mettre à disposition de l'enseignement. Au cœur de DigiCEF, c'est vraiment la pédagogie et comment cette dernière a évolué ou évolue dans une société en grand changement avec une nouvelle société digitale. Certains l'appellent société 4.0, je ne sais pas comment l'appeler, mais bref, on sait que la société autour de nous, elle a passablement évolué, passablement changé. Et clairement, notre corps métier, il a dû évoluer et il va encore évoluer. Et c'est ça le sujet de DigiCEF. J'en ai beaucoup discuté avec Manu ces dernières semaines et on réalisait aussi en discutant que finalement, en parlant d'outils TIS, en parlant de BYOD, finalement, il y a quand même un aller-retour entre la pédagogie elle-même et puis les outils qu'on met à disposition et les uns se nourrissent de l'autre, puisque finalement, avec les outils qu'on met à disposition, la pédagogie que vous utilisez quotidiennement dans vos cours est aussi influencée par ce type d'outils.
Donc, c'est important pour nous de pouvoir déployer ce genre d'outils, de pouvoir déployer ce genre de webinaire, en sachant que finalement, ce qui nous intéresse, c'est quelle pédagogie pour demain ou quelle pédagogie pour aujourd'hui avec les populations d'élèves qui nous sont confiées. Voilà, j'espère que ça a un petit peu reclarifié l'articulation entre DigiCEF, ce grand projet d'établissement, parfois un peu tentaculaire et pour certains un peu nébuleux, et puis des outils plus pratiques qu'on peut utiliser quotidiennement dans votre pratique à vous, dans vos salles de classe avec vos élèves. Je vous souhaite du plaisir, un énorme plaisir, alors n'hésitons pas, un énorme plaisir à suivre ce webinaire et puis qu'il puisse aussi vous motiver, vous aider, vous donner des nouvelles idées dans vos cours respectifs pour garder la qualité des cours du CEF aussi élevée qu'on peut, puisque vous savez, ça fait partie de nos objectifs. On aimerait garder un centre professionnel qui soit attractif et qui soit en adéquation avec son temps et avec les professions et les champs professionnels qu'il dessert. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis au plaisir une fois de vous revoir et je l'espère vivement en chair et en os parce que je sais pas, mais si vous c'est pareil, mais ces conférences téléphoniques à travers des écrans, on commence gentiment d'en avoir plein le dos. En tout cas, je vous souhaite un bon webinaire et puis au plaisir de vous recroiser en chair et en os dans les mois, peut-être dans les semaines, qui sait, non? Alors soyons réalistes, dans les mois qui viennent. Voilà, bonne soirée à vous. Voilà, parfait. Merci Cédric pour ces mots. Je reprends la main du coup. Effectivement, j'espère aussi qu'on se voit une fois en vrai, sans les masques, ce sera encore mieux. Mais voilà, pour le moment, je vais vous présenter l'outil WooFlash. Alors, je partage mon écran et puis parti. Alors, WooFlash, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un outil de révision. Alors pourquoi de révision? Parce que c'est un outil qui permet justement la création de cours et à l'intérieur de ces différents cours, on peut mettre tout un tas de questions. Et pourquoi WooFlash? Parce qu'il prend le principe de la flashcard, donc d'où le nom. Flashcard, c'est ces fameuses cartes où on a d'un côté une question, de l'autre côté une réponse, qu'on utilise beaucoup pour les langues notamment, mais pas que. Et l'idée là, c'est vraiment de pouvoir constituer des cours à l'aide de ces différents outils. Et à l'intérieur de ces cours, on peut les partager avec les étudiants pour qu'ils puissent facilement réviser le contenu d'un cours. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'interface du logiciel et ensuite, je vais vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec parce que vous le verrez, il y a beaucoup plus que juste de la révision qu'on peut faire avec WooFlash. Donc, quand vous arrivez sur WooFlash, vous arrivez sur cette interface-là. Et cette interface, elle comprend tous les cours que vous avez créés. J'en ai créé un spécialement pour l'occasion qui s'appelle Satimier. On va un petit peu réviser autour de Satimier, comme ça, j'ai pas trop mis de questions. Et puis, quand on clique sur son cours, on peut voir les questions qu'on a créées. Et je vais vous présenter le type de questions qu'on peut mettre dans un cours WooFlash. Donc, si je vais sur Créer une question, j'ai ici plusieurs types de questions. Donc, tout d'abord, les questions courantes. Des flashcards, des réponses courtes à une question simple, des textes à trous, des QCM, des questions à choix unique. Donc, on est sur un niveau taxonomique assez bas, C1, C2 peut-être, avec les questions courantes. Mais la grande force de WooFlash, c'est d'avoir intégré tout un tas d'autres questions qui permettent d'avoir un niveau taxonomique bien plus élevé. Et on voit notamment ces questions avancées où on peut demander aux étudiants de classer les notions qui ont été vues en cours, de faire une auto-évaluation. Pour les enseignants de mathématiques, on a tout ce qui concerne le calcul. Test de concordance de script, ça c'est quelque chose qui peut être très utile pour la santé, par exemple, hein, pour l'évaluation d'un protocole. On a tout ce qui est les appariements, les réponses ouvertes, qui demandent beaucoup de rédaction de la part des étudiants. Trouver sur l'image, donc ça c'est encore un type de question qui serait utile pour la santé, où on a par exemple un corps humain et on demande aux étudiants cliquer sur le foie et ça leur permet de voir, de voir s'ils ont compris, si ça vous sait. Enfin bref, tout un tas de questions comme ça que je vous laisserai découvrir si l'outil vous tente. Et en plus de tout ça, on peut intégrer dans WooFlash des fiches théoriques, que ce soit sous forme de PowerPoint, d'images, de vidéos, qui permettent de réellement faire de l'enseignement à distance dans le sens où on peut mettre du contenu
aussi à distance en ligne avec suivi de ce contenu, des questions pour voir si les étudiants ont bien vu le contenu, ont bien compris. Et c'est là, je trouve aussi une des utilisations très fortes de WooFlash. Donc ça, c'est pour les types de questions qu'on peut créer dans un cours. Maintenant, on va voir à quoi ça ressemble quand on teste le cours vu de l'intérieur. Donc l'étudiant qui est inscrit au cours Satimier, il tombe sur les questions qu'il veut étudier. Donc si vous avez fait des chapitres, il peut choisir le cours entier ou les différents chapitres. Là, pour l'occasion, je n'ai pas fait de chapitre, il n'y a pas assez de questions. Et vous pouvez étudier. Donc, ça se présente comme ça pour lui. Tout en haut, il y a une barre où il peut voir le nombre de questions qui l'attendent. Donc là, on voit qu'il y en a 5. Et puis, la question en tant que telle. Donc, première question, sélectionner quel est le lieu d'origine d'Imier. L'étudiant, il se souvient avoir vu ça en cours. Il se dit, ah bah oui, c'était un Ajoula. Donc, il clique l'Ajoie, tac, réponse. Et là, le logiciel lui dit, c'est correct, bravo. Et on voit qu'ici en haut, ça s'affiche en vert. Donc ça, c'est une question dans la logique de WooFlash qui sera mise de côté et qui ne sera pas reposée tout de suite à l'étudiant. Donc, on va continuer. Et là, c'est une flashcard. Donc, l'étudiant, il tombe dessus, année de création de Satimier, je ne sais plus combien c'est, je crois que c'était 650, je ne sais plus. J'affiche la réponse, c'était 600, pas 650. Donc là, je me dis, je ne la sais pas tout à fait, donc je peux cliquer ici sur le bouton « Étudier ». Et vous voyez qu'ici en haut, la carte se met en rouge. Et cette question, elle va m'être reposée plus tard. Et c'est dans cette logique-là que fonctionne WooFlash, puisqu'il va proposer des temps de pause entre deux révisions, de manière à ce que l'ancrage, donc le fait que la matière soit ancrée dans l'esprit des jeunes et des personnes qui apprennent, de manière beaucoup plus efficace que juste une session de révision classique. Les habitants de Satimier en 2020, alors ça, aucune idée. On voit que c'est 5163, donc ça, je ne le sais pas. Là, on a une question avec une réponse simple. Écrivez le nom du bâtiment qui fut construit au XIe siècle. Alors ça, je me souviens que c'était la collégiale. Je crois que c'est ça. Je réponds. Et là, le logiciel me dit, c'est correct, bravo. Donc, encore une fois, en vert, vous voyez. Donc, je continue. Et là, cocher l'année où Satimier a compté le plus d'habitants de son histoire. C'était 1997. Réponse. Ah, mais mince, c'était pas ça, c'était 1907. Donc là encore, ça revient en rouge. Et là, vous allez voir que gentiment, il va me reproposer les questions où j'ai fait faux. Donc, année de création de Satimier, à nouveau, ça revient. Et là, je peux mettre que j'ai compris. Là, je peux mettre que j'ai compris. Et puis là, je peux mettre... non, c'était 77, 1907. Donc là, je ne sais toujours pas, vous voyez. Donc, il me remet en rouge. Et par contre, là, il ne va pas me reposer la question, mais il va me montrer mes statistiques. Donc, j'ai 5 réussites sur ce test, sur ce cours, pardon. L'avancement, donc j'ai 83% de questions vues et mon ancrage, 42%. L'ancrage, c'est les questions qui sont durablement ancrées dans mon esprit, dans le sens où je les ai déjà travaillées plusieurs fois. Et plus je travaille les questions, plus cet ancrage sera élevé. Et ça me permet de me faire une idée de est-ce que la matière, je la sais, qu'est-ce qu'il faut que je révise. Et pour l'étudiant lui-même, c'est très utile. Maintenant, je vous montre la deuxième facette du programme qui est très utile cette fois pour l'enseignant. Donc, je vais le faire avec un autre cours où j'ai plus d'étudiants dedans. Donc, je vois un cours sur le handicap. Ici, j'avais 53 étudiants qui ont participé. Et en haut de ce programme, on a un onglet ici qui s'appelle « Statistiques ». Et les statistiques, c'est vraiment le point fort de WooFlash, dans le sens où, en tant qu'enseignant, je clique sur les statistiques et je tombe sur ce tableau ici. Donc, je dézoome un peu pour vous le montrer, mais je zoomerai pour vous expliquer en détail. Donc, c'est un tableau croisé dynamique, pour ceux qui connaissent. Et ce tableau croisé dynamique, horizontalement, j'ai les questions de mon cours et verticalement, j'ai les différents étudiants. Et à la croisée des deux, il y a des petites cases qui s'affichent en vert, jaune ou rouge. Vert étant que l'étudiant a bien répondu, jaune qu'il a quelques difficultés et rouge que ça pose pas mal de problèmes. Donc, si je zoome pour vous montrer ça plus en détail, je peux le lire verticalement et je vois que cette étudiante ici, il y a pas mal de rouge. Donc, je me dis, OK, cette étudiante, elle n'a pas forcément bien compris la matière, ce qui va me permettre de faire du suivi individuel avec elle la prochaine fois que je la vois en classe.
Et on peut mettre le curseur sur ces cases. Et là, je vois qu'elle a fait 21 essais. Donc, elle a essayé 21 fois de répondre au cours. Elle a donné 3 fois la bonne réponse, mais 18 fois la mauvaise réponse. Donc, on voit que l'ancrage, il n'est pas là. Et on voit que peut-être que les bonnes réponses, c'était plus lié à de la chance qu'à un réel apprentissage. Mais ce tableau croisé dynamique, je peux aussi le lire horizontalement. Et là, je peux voir les questions qui ont posé le plus de difficultés. Et typiquement, je vois que sur, par exemple, la question 13 ou 12, il y a plusieurs rouges. Donc, je me dis, OK, cette question-là, je vais la retravailler avec l'ensemble de la classe la prochaine période. Donc, ça me permet d'avoir et un suivi individualisé de l'élève et un suivi de la classe entière. Et si tout à coup, vous constatez que votre tableau il est entièrement rouge, eh ben là, c'est qu'il y a eu un problème avec votre leçon et qu'il faut reprendre les bases. Mais ça assure cette continuité pédagogique qui est tellement importante maintenant avec les quarantaines, avec l'enseignement à distance, mais même en imaginant qu'on y retrouve une vie normale, ça permet d'avoir ce suivi qui permet d'adapter nos cours d'une semaine à l'autre et d'avoir un réel feedback des étudiants sur la matière qui est enseignée. Et une dernière manière d'utiliser WooFlash que j'utilise, comme ça vous avez la totale, parce que c'est un outil que j'utilise tous les jours, hein, quasiment. J'utilise beaucoup Flash pour ce qui est l'apprentissage des nouveaux élèves. Parce que moi, j'ai un gros problème quand on a les premières années qui débarquent, c'est que ça fait plein d'élèves à connaître. Et puis, ben voilà, je mets des fois un peu du temps. Donc, j'utilise les fameuses flashcards de WooFlash pour pouvoir me rappeler des noms des élèves. Donc, si je vous montre ce que ça donne, j'ai utilisé le fichier qu'on a sur l'intranet, où on a la chance d'avoir les noms et images des élèves. Et en fait, sur une partie de la flashcard, eh ben, j'ai la photo de l'élève, et sur le verso, j'ai son prénom. Et comme ça, si j'ai mémorisé son nom, je m'ai compris, et elle ne me sera pas redonnée plus tard. Et là, j'ai un autre exemple, et ça me permet, au fur et à mesure, de connaître les noms de tous mes élèves assez rapidement, ce qui est très, très, très utile dans la relation. Bien. Donc voilà pour un premier petit tour d'horizon très pratique, très comment moi je l'utilise. Il y a juste encore une chose qui est importante que je ne vous ai pas dite, c'est la collaboration avec vos collègues par rapport à WooFlash. C'est que typiquement un cours comme celui-là, où j'ai des questions liées avec mon cours sur le handicap, si j'ai un autre collègue qui a la même thématique, dans les auteurs ici, je peux l'ajouter. Et il aura accès à toutes mes questions, il pourra reprendre mes questions dans un autre cours, faire de l'apportation de questions. Donc, c'est très, très ouvert, WooFlash. On peut facilement se partager les questions. Et une chose que je fais aussi beaucoup, c'est que je demande aux étudiants de créer leur propre WooFlash au terme de quelques leçons. Pas toutes, parce que ça prend du temps, mais je leur laisse 20 minutes à la fin pour qu'ils créent leur propre WooFlash avec leurs propres questions, ce qui leur permet de déjà ancrer la matière assez rapidement. Donc, pour faire une rapide synthèse de cet outil par rapport aux points positifs et négatifs, moi, ce que je peux en dire, c'est que parmi les plus-values pédagogiques, c'est que les révisions, elles sont très efficaces avec ça, puisque ça utilise les nouveaux concepts en neurosciences, que sont le neurofeedback, les flashcards, les rétroactions, ce qui permet d'espacer la révision. La continuité pédagogique à travers ces tableaux croisés dynamiques qui permettent un suivi individualisé et collectif des élèves, la possibilité de partager ses cours avec les collègues, la possibilité pour les étudiants de collaborer à la création de cours. Et puis, il y a aussi un outil qui vient de sortir sur WooFlash, c'est le feedback à l'enseignant. Donc, un élève qui révise notre cours, s'il a un blocage sur une question, il peut nous écrire en disant bah, « écoutez, là, je n'ai pas compris ». Et dans WooFlash même, on peut lui répondre sur la question même. Ce qui permet aussi d'avoir justement des rétroactions qui sont très efficaces. Maintenant, dans les limites de l'outil, c'est que dans sa version gratuite, on a un système de crédit. Peut-être que vous l'avez vu apparaître, c'est cette grosse banderole orange ici. Cette limite de crédit, c'est qu'à partir de 5000 réponses au total, mes statistiques, elles sont plus mises à jour et il faut que je paye pour pouvoir accéder à mes statistiques. Mais 5000 réponses, on peut déjà y aller à bon bout. Hein. Donc, si vous utilisez la version gratuite dans un premier temps, allez-y. Ce n'est pas tout de suite limitant. Ensuite, dans la version gratuite encore, chaque élève doit créer son compte, ce qui peut parfois poser des problèmes si l'étudiant a oublié son login ou son mot de passe.
Tandis que si on acquiert une licence site, les élèves pourraient directement utiliser WooFlash avec leur mail du CEF et leur mot de passe du CEF. Et dernier problème, on a une évaluation sommative qui est austère mais en construction dans WooFlash, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de faire passer des examens en ligne sur WooFlash. C'est très très bien foutu du point de vue de l'étudiant puisque la manière de faire est très facile, très accessible, mais pour l'enseignant, c'est difficilement accessible puisqu'une fois que l'étudiant a rempli, on reçoit un fichier Excel. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec Excel, c'est compliqué d'utiliser les examens sur WooFlash. Mais c'est en construction et ça risque de changer. Ça va devenir plus ergonomique avec le temps. Donc voilà pour un premier tour d'horizon. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que cet outil vous plaît. Et je ne sais pas si je repasse la parole à Manu en temps ou directement à Christiane. OK, donc on me fait signe en régie de passer la parole à Christiane. Donc je vous laisse. Merci et à tout bientôt. Ok, alors bonjour à tous et à toutes. Alors merci Christophe, à mon tour de vous présenter en fait un outil que j'affectionne tout particulièrement, à savoir l'outil Padlet. Ma présentation elle va s'articuler selon différents points. Tout d'abord, je vais vous présenter le tableau de bord très simplifié de l'outil, vous en donner quelques indications. Je vais passer à des exemples qui sont prévus en sur deux axes, ce que je fais en classe et mon usage personnel, puis quelques pistes concernant les limites et les plus-values, et pour terminer, les ressources que j'ai prévues à votre attention. Alors, cet outil de Padlet, si je visualise le tableau de bord, c'est un tableau de bord qui est extrêmement simplifié. Ici, je dois vous dire que je bénéficie d'une version payante, une version individuelle. La version gratuite ne propose que 3 murs. Pour ma part, j'en ai d'innombrables, on les verra par la suite. Pour créer un Padlet, c'est extrêmement simple. J'ai le choix entre 8 murs blancs. J'en choisis un, par exemple, et mon Padlet va se créer automatiquement. Je ne vais absolument rien faire. Il va me mettre, par exemple, ici fait avec un clin d'œil et un sourire, des choses un peu particulières. Et j'ai évidemment tous les paramètres que je peux changer, les fonds, l'écriture, les liens, etc., etc. Je peux cloner mon Padlet, par exemple, pour différentes classes, et j'ai de nombreux outils aussi de partage. Si je reviens sur mon tableau de bord, j'ai différentes possibilités. Dans la version payante, je peux classer en fait mes différents murs. Ici, dans les activités récentes, j'ai toujours les 8 murs les plus récents qui sont présentés. Ensuite, ici, j'ai les Padlets faits. Là, j'en ai d'innombrables. C'est tous les Padlets que j'ai faits et qui se trouvent pêle-mêle finalement si je n'avais pas la possibilité de les classer. J'ai la possibilité de partager des Padlets. Là, moi, je n'ai absolument pas de Padlets partagés puisque je choisis d'autres possibilités. Je peux accéder à des Padlets que j'ai aimés, que j'ai appréciés, que j'ai trouvés éventuellement dans la galerie ou ailleurs pour pouvoir les travailler par la suite. Et pour ma part, par exemple, dans ma branche, j'ai tous mes murs qui sont classés soit par sujet, soit par module, alors des modules de ressources ou des modules qui sont directement liés à mon enseignement. Si je prends ce que l'on va voir maintenant, il est classé dans webinaire et je vais cliquer sur mon webinaire Save Padlet que j'ai déjà ici en haut. Je reviens sur ce mur, puis pour notre parcours, je vais passer à quelques éléments de découverte. Là, je vous ai dit auparavant qu'on avait 8 possibilités de murs. J'ai choisi aussi quelques-uns des murs que j'avais déjà faits en fonction des possibilités qu'ils proposent. Ici, on a une frise normalement chronologique. Elle n'est pas utilisée à cette fin maintenant, mais c'est une frise chronologique. Alors, l'outil Padlet, en fait, il a été créé en 2013. Son siège est à San Francisco et les bureaux à Singapour. Il est beaucoup développé en langue anglaise et en langue allemande, un petit peu moins en français.
Par contre, il est multilingue avec une interface totalement française qui est très, très agréable. Il est entièrement paramétrable et il est sans publicité. Qu'est-ce que c'est Padlet? C'est un mur blanc interactif sur lequel je vais déposer différents éléments. Et ces éléments, quels vont-ils être? Ça peut être des fichiers, mais des fichiers de toute nature, à savoir soit des textes, des tableurs, des PDF, des images, de l'audio, de la vidéo. Et ces éléments-là, je peux les télécharger depuis mon PC. Je peux aussi également ajouter des liens Internet. Et maintenant, une particularité de Padlet, tous les éléments qui suivent sont des éléments qui sont directement intégrés à l'outil. À savoir, je peux directement enregistrer une consigne, par exemple, depuis l'outil. Je peux enregistrer mon écran depuis l'outil. Je peux prendre des photos, tel un photomaton, depuis l'outil. Je peux faire un dessin à main levée sur un tableau blanc, par exemple. Il y a une carte sur laquelle je peux directement mettre des lieux. Et il y a l'outil Google qui est intégré à Padlet. Je peux alors intégrer des images, des vidéos, des audios, des GIFs, des internets proposés directement par l'outil. Et bien évidemment, je peux intégrer des murs Padlet. Ces murs, en fait, vont me permettre d'avoir un espace collaboratif ludique. Donc, vous avez vu, et on le verra encore dans les exemples, on peut organiser chronologiquement ou bien sur une grille de manière tout à fait libre ce que l'on a envie de faire. Et franchement, l'utilisation, elle est extrêmement simple, aussi bien pour nous, corps enseignants, que pour les élèves. C'est un espace de partage, on y reviendra. Il y a 4 niveaux de privatisation, on peut soit le consulter, écrire, le modifier, etc. Il peut être public, privé. Il y a d'innombrables possibilités aussi de partage des différents murs. C'est un espace de stockage. Pour ma part, j'utilise ça au quotidien et vous en verrez après par la suite quelques exemples. Un espace de stockage dans lequel je peux mettre d'innombrables ressources de toute nature que je peux consulter, mes élèves aussi, sans télécharger, et je peux également imprimer ou bien enregistrer les différents éléments. C'est aussi un espace de communication, puisque je peux assurer une continuité pédagogique, soit en asynchrone ou en synchrone, c'est égal. Les outils, comme tous les outils TIS, il va pouvoir être utilisé sur les PC, tablettes et smartphones, et il y a une app toute particulière pour les systèmes iOS ou Android. Évidemment, à partir de tout ça, on a des possibilités infinies d'utilisation pédagogique. Maintenant, je vais vous proposer quelques exemples. Dans un premier temps, des exemples faits dans mes classes. J'ai choisi en fonction des murs et des activités un petit peu particulières ou autres. C'est des murs d'exemples que j'ai fait avec mes élèves. Ici, c'est un travail de groupe où j'ai un peu utilisé un des murs sous la forme d'un schéma heuristique, d'un mind mapping. J'ai donné la consigne en enregistrant directement la consigne à partir de Padlet. Il est dans le Padlet Drive. Après, moi j'ai une licence personnelle, donc pour simplifier un peu la tâche pour mes élèves, pour qu'ils soient quittes de se loguer ou autre, si je ne l'intègre pas par exemple dans Teams directement, j'ai fait ici des groupes. Et chaque groupe a créé en fait sa révision des généralités concernant le contrat. Si je prends par exemple un groupe, ici c'est un groupe qui a inséré d'innombrables GIFs qui sont proposés directement par l'outil. On voit très bien ici que quand on parle de nullité du contrat, les choses impossibles, ils ont mis une licorne, donc ils ont parfaitement compris de quoi il s'agissait. Les choses illicites, la production de cannabis, et les choses immorales, je vous laisse apprécier. Ça, c'est un des premiers exemples en classe. Un second exemple, dans notre école, en 2019, on a eu un projet d'école qui s'appelait Arc-en-Ciel, qu'on avait intitulé Arc-en-Ciel, qui était en fait un projet qui partait à la découverte de l'autre. Ici, dans un mur qui m'est directement proposé par Padlet, les élèves ont indiqué leur lieu d'origine. Et alors évidemment, ils sont quasiment tous ici au niveau européen. Mais si je prends par exemple ici, on a un élève qui venait des Grandes Canaries. Là, on voit qu'il s'est pris directement en photo avec le photomaton proposé par Padlet. Ici, un autre venait du Pérou. Et là, ils ont un petit peu joué avec l'outil. Une autre possibilité, là, c'est en fait pour assurer la continuité pédagogique. Avant Teams, j'avais toujours un problème pour regrouper en fait toutes les ressources numériques avec mes élèves.
et j'avais proposé à mes élèves des murs Padlet tels que celui-là. Et là, on avait l'environnement TIS de l'élève, et ça c'était anciennement mon site internet, des arbres de compétences pour qu'ils se situent aussi dans leurs compétences acquises ou pas. Là, on a des outils qu'on utilisait durant ce module ici, donc des outils à utiliser directement, des quiz, certains éléments qu'on avait traités et qu'il nous fallait en plus du papier qu'on avait traité ensemble. Là, c'est le principe de la classe inversée. Ils avaient pour le test une petite vidéo à regarder. Là, on avait fait on a fait des vidéos de contrats de vente avec différents sujets pour tous. Là, c'était différents éléments de vidéo. Ici, c'est par exemple en lien avec l'actualité. Dans ma branche d'enseignement, l'actualité est traitée très régulièrement. On était au moment des élections fédérales et les élèves avaient fait des photos dans leur lieu d'habitation ou autre concernant les différentes éléments de propagande, etc., etc. Là, j'avais encore le projet Arc-en-Ciel, différentes ressources, etc. Donc ça, c'était vraiment pour assurer la continuité pédagogique durant un module. La dernière chose, c'est par exemple pour amener une matière ou une réflexion. Là, c'est pour travailler un peu le TPA avec mes élèves. On avait, à partir de WooClap, on a fait un petit nuage de mots concernant la Suisse. Et là, ils ont fait une fiche descriptive. On était parti dans des sujets de discussion, les projets possibles de TPA, les exemples retenus, les questions de recherche, questions spécifiques, les aspects, les recherches dans le terrain, etc. Donc, un développement qu'on a déroulé tous ensemble dans un Padlet. Ça, c'est les 4 exemples que j'ai choisi de vous montrer. Il y en a d'innombrables autres, mais c'est ceux qu'on a pris aujourd'hui. Maintenant, la partie personnelle. Cette partie-là, vraiment, je l'utilise au quotidien. Pourquoi? Parce que dans cette partie personnelle, ça va me permettre de mettre et de classer en fait tous les éléments qui concernent un sujet, une matière, une branche, etc. Je suis abonnée à de nombreuses newsletters, par exemple. Tout ce que je lis aussi, je peux le mettre ici. Et si je dois faire une épreuve, je dois faire un cours sur l'empreinte carbone, par exemple, j'ai tous ces éléments qui se trouvent là. Alors, ce sont des éléments de tout ordre. Ce sont par exemple des vidéos, ça c'est un dossier pédagogique, etc. Donc, on a d'innombrables éléments qui sont là à disposition. Et je vous dis que je l'utilise au quotidien parce que je vais le fournir, je vais toujours l'alimenter. Et puis, en contrepartie, je vais enlever des choses qui sont un petit peu moins pertinentes ou qui sont dépassées. Et ça me permet d'être constamment en lien actuel avec ma branche d'enseignement. C'est toujours vraiment à la pointe de l'actualité de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas. Pour moi, une difficulté, mais ça c'est vraiment mon mur à moi, c'est parce que des fois je ne sais plus ce que j'ai fait et je me dis « Oh zut, j'avais fait un Kahoot, oh zut, j'avais fait un WooFlash et j'ai oublié de le faire ». Alors, ici, j'ai mes supports de cours qui sont les supports de cours de mes 2 domaines dans ma branche d'enseignement. Alors, c'est simplement un listage, parce que pour ma part, je me refuse absolument à mettre des cours dans un outil qui n'est pas un outil certifié SF. Donc, il n'y a absolument pas de lien. Tous ces éléments-là, je les retrouve sur mes différents lecteurs. Les évaluations aussi, je les trouve sur mes différents lecteurs. Ici, j'avais une évaluation formative à l'aide d'un Quizzes, et là, j'ai différents outils que j'ai utilisés, soit des Quizzes, des Kahoot, des WooFlash, des quiz en ligne de différents organismes, des Dingbats aussi, par exemple. Et là, j'ai les liens directs pour arriver sur les différents outils. Et ça me fait gagner énormément de temps et puis de ne pas oublier. Ou s'il y a un creux dans une leçon, je peux vite lancer ça, ou si c'est une évaluation en fin de séquence aussi. Là aussi, toutes les vidéos qui sont utilisées, et ça c'est vraiment quelque chose qui est utilisé dans ce module ici, actuel. L'année prochaine, ça sera différent. L'année d'avant, c'était différent aussi. Mais ça, c'est vraiment ce que j'ai prévu d'utiliser maintenant. Il y a aussi certaines choses, par exemple, qui peuvent être des éléments, je sais qu'on va me poser des questions et j'ai directement un dossier qui est prêt. Alors, suivant les sujets, j'ai quelques tutos. Ici, j'en ai un. J'ai fait un tuto, on utilise Adobe Spark avec les élèves pour créer des vidéos. J'avais fait un petit tuto et quelques calculateurs aussi utilisés. Voilà, ça, ce sont les exemples pour la classe et mes exemples personnels. Alors, quelques pistes concernant les limites et les plus-values de l'outil. Ici,
j'ai fait en résumé, en calquant sur mes camarades les plus-values pédagogiques et les limites. Et je dois aussi dire que j'ai découvert que Padlet maintenant propose des présentations interactives. Hein, donc je peux charger mon diaporama et il s'anime comme s'il était sur PowerPoint. Donc la plus-value pédagogique, vous l'aurez compris, c'est un espace collaboratif ludique. Hein, et les élèves apprécient vraiment travailler avec un outil simple. Ça permet la pédagogie par projet, la pédagogie active, aussi d'assurer une continuité pédagogique pour les élèves ou pour nous enseignants. Et pour moi, principalement, c'est un espace de stockage unique que j'utilise vraiment au quotidien. Hein. Et pour les élèves aussi, hein, c'est très précieux. L'utilisation, elle est extrêmement simple, elle est rapide. Et il y a un partage sous différentes formes, vous le verrez juste au mur suivant, sous la forme de PDF interactif, de QR code, etc. Les limites, la version gratuite, elle est très très limitée. 3 murs seulement, c'est très très peu. La version payante a été mise en place en 2018, donc il n'y a pas tellement longtemps, mais dorénavant c'est payant. Il n'y a pas de ressources de partage. C'est très compliqué d'avoir des bases de données de partage puisque c'est lié à un groupe particulier, à un stockage particulier, etc. Donc, il y a très peu de ressources de partage, puisqu'en fait, aussi, il y a aussi beaucoup d'éléments de privatisation. Le dernier mur que je vais vous présenter, en fait, c'est des ressources que j'ai mises ici à votre intention et que je vais vous partager. Alors ici, si je vous les partage, vous cliquez simplement dessus, vous avez accès à un lien Internet qui va vous ouvrir en fait toute la structure du webinaire que je vous ai donné. Il sera à votre disposition. Vous pouvez aller dans tous les murs que je vous ai fournis là. Il y a un QR code. Alors là, vous pourriez avec votre smartphone, par exemple, prendre directement ce QR code et avoir accès. Ici, il y a un site Internet. Ici, il y a quelques tutos. Et ici, il y a le site officiel en français. Pour le partager, je vous avais indiqué qu'il y avait plusieurs possibilités. Je peux ici copier le lien dans le presse-papier que je vais pouvoir intégrer dans un blog, dans un site web, dans une adresse mail, etc. Je peux obtenir un code QR. Ces éléments-là, je peux les partager sur les réseaux sociaux ou sur un LMS, par exemple ici Google Classroom. Je peux aussi l'enregistrer en tant qu'image, enregistrer au format PDF ou d'autres formats et l'imprimer. Maintenant, si je l'enregistre au format PDF, en quelques secondes, mon mur va se transformer en un PDF interactif. Et ce PDF interactif, si je clique par exemple sur un des éléments que je vous ai montré auparavant, j'arrive directement sur le lien. Et ça, c'est la partie très intéressante. Par ailleurs, ici, c'est un site que je vous recommande vivement. Il est plein de pépites concernant les indications concernant les TIS. Hein. Voilà, moi j'en aurais terminé avec ma présentation Padlet. À toi Manu. De contrats de vente avec différents sujets pour tous. Là, c'était différents éléments de vidéo. Ici, c'est par exemple un lien en lien avec l'actualité. Dans ma branche d'enseignement, l'actualité est traitée très régulièrement. On était au moment des élections fédérales et les élèves avaient fait des photos dans leur lieu d'habitation ou autre concernant les différents éléments de propagande, etc., etc. Là, j'avais encore le projet Arc-en-Ciel, différentes ressources, etc. Donc ça, c'était vraiment pour assurer la continuité pédagogique durant un module. La dernière chose, c'est par exemple pour amener une matière ou une réflexion. Là, c'est pour travailler un peu le TPA avec mes élèves. On avait, à partir de WooClap, on a fait un petit nuage de mots concernant la Suisse. Et là, ils ont fait une fiche descriptive. On était parti dans des sujets de discussion, les projets possibles de TPA, les exemples retenus, les questions de recherche, questions spécifiques, les aspects, les recherches dans le terrain, etc. Donc, un développement qu'on a déroulé tous ensemble dans un Padlet. Ça, c'est les 4 exemples que j'ai choisi de vous montrer. Il y en a d'innombrables autres, mais c'est ceux qu'on a pris aujourd'hui. Maintenant, la partie personnelle. Cette partie-là, vraiment, je l'utilise au quotidien. Pourquoi? Parce que dans cette partie personnelle, ça va me permettre de mettre et de classer, en fait, tous les éléments qui concernent un sujet, une matière, une branche, etc.
Je suis abonnée à de nombreuses newsletters, par exemple. Tout ce que je lis aussi, je peux le mettre ici. Et si je dois faire une épreuve, je dois faire un cours sur l'empreinte carbone, par exemple, j'ai tous ces éléments qui se trouvent là. Alors, ce sont des éléments de tout ordre. Ce sont par exemple des vidéos, ça c'est un dossier pédagogique, etc. Donc, on a d'innombrables éléments qui sont là à disposition. Et je vous dis que je l'utilise au quotidien parce que je vais le fournir, je vais toujours l'alimenter. Et puis, en contrepartie, je vais enlever des choses qui sont un petit peu moins pertinentes ou qui sont dépassées. Et ça me permet d'être constamment en lien actuel avec ma branche d'enseignement. C'est toujours vraiment à la pointe de l'actualité de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas. Pour moi, une difficulté, mais ça c'est vraiment mon mur à moi, c'est parce que des fois je ne sais plus ce que j'ai fait et je me dis « Oh zut, j'avais fait un caout, oh zut, j'avais fait un WooFlash et j'ai oublié de le faire ». Alors, ici, j'ai mes supports de cours qui sont les supports de cours de mes deux domaines dans ma branche d'enseignement. Alors, c'est simplement un listage, parce que pour ma part, je me refuse absolument à mettre des cours dans un outil qui n'est pas un outil certifié SEF, donc il n'y a absolument pas de lien. Tous ces éléments-là, je les retrouve sur mes différents lecteurs. Les évaluations aussi, je les trouve sur mes différents lecteurs. Ici, j'avais une évaluation formative à l'aide d'un Quizzes, et là, j'ai différents outils que j'ai utilisés, soit des Quizzes, des Kahoot, des WooFlash, des quiz en ligne de différents organismes, des Dingbats aussi, par exemple. Et là, j'ai les liens directs pour arriver sur les différents outils. Et ça me fait gagner énormément de temps et puis de ne pas oublier. Ou s'il y a un creux dans une leçon, je peux vite lancer ça, ou si c'est une évaluation en fin de séquence aussi. Là aussi, toutes les vidéos qui sont utilisées, et ça c'est vraiment quelque chose qui est utilisé dans ce module ici, actuel. L'année prochaine, ça sera différent. L'année d'avant, c'était différent aussi. Mais ça, c'est vraiment ce que j'ai prévu d'utiliser maintenant. Il y a aussi certaines choses, par exemple, qui peuvent être des éléments, je sais qu'on va me poser des questions et j'ai directement un dossier qui est prêt. Alors, suivant les sujets, j'ai quelques tutos. Ici, j'en ai un. J'ai fait un tuto, on utilise Adobe Spark avec les élèves pour créer des vidéos. J'avais fait un petit tuto et quelques calculateurs aussi utilisés. Voilà, ça, ce sont les exemples pour la classe et mes exemples personnels. Alors, quelques pistes concernant les limites et les plus-values de l'outil. Ici, j'ai fait en résumé, en calquant sur mes camarades, les plus-values pédagogiques et les limites. Et je dois aussi dire que j'ai découvert que Padlet, maintenant, propose des présentations interactives. Donc, je peux charger mon diaporama et il s'anime comme s'il était sur PowerPoint. Donc, la plus-value pédagogique, vous l'aurez compris, c'est un espace collaboratif ludique. Et les élèves apprécient vraiment travailler avec un outil simple. Ça permet la pédagogie par projet, la pédagogie active. Aussi d'assurer une continuité pédagogique pour les élèves ou pour nous enseignants. Et pour moi, principalement, c'est un espace de stockage unique que j'utilise vraiment au quotidien. Et pour les élèves aussi, c'est très précieux. L'utilisation, elle est extrêmement simple, elle est rapide. Et il y a un partage sous différentes formes, vous le verrez juste au mur suivant, sous la forme de PDF interactif, de QR code, etc. Les limites, la version gratuite, elle est très très limitée. 3 murs seulement, c'est très très peu. La version payante a été mise en place en 2018, donc il n'y a pas tellement longtemps, mais dorénavant, c'est payant. Il n'y a pas de ressources de partage. C'est très compliqué d'avoir des bases de données de partage puisque c'est lié à un groupe particulier, à un stockage particulier, etc. Donc, il y a très peu de ressources de partage puisqu'en fait, il y a aussi beaucoup d'éléments de privatisation. Le dernier mur que je vais vous présenter, en fait, c'est des ressources que j'ai mises ici à votre intention et que je vais vous partager. Alors ici, si je vous les partage, vous cliquez simplement dessus, vous avez accès à un lien Internet qui va vous ouvrir en fait toute la structure du webinaire que je vous ai donné. Il sera à votre disposition, vous pouvez aller dans tous les murs que je vous ai fournis là. Il y a un QR code, alors là, vous pourriez avec votre smartphone, par exemple, prendre directement ce QR code et avoir accès. Ici, il y a un site internet, ici, il y a quelques tutos, et ici, il y a le site officiel en français.
Pour le partager, je vous avais indiqué qu'il y avait plusieurs possibilités. Je peux ici copier le lien dans le presse-papier que je vais pouvoir intégrer dans un blog, dans un site web, dans une adresse mail, etc. Je peux obtenir un code QR. Ces éléments-là, je peux les partager sur les réseaux sociaux ou sur un LMS, par exemple ici Google Classroom. Je peux aussi l'enregistrer en tant qu'image, enregistrer au format PDF ou d'autres formats et l'imprimer. Maintenant, si je l'enregistre au format PDF, en quelques secondes, mon mur va se transformer en un PDF interactif. Et ce PDF interactif, si je clique par exemple sur un des éléments que je vous ai montré auparavant, j'arrive directement sur le lien. Et ça, c'est la partie très, très, très intéressante. Par ailleurs, ici, c'est un site que je vous recommande vivement. Il est plein de pépites concernant les indications concernant les TIS. Hein. Voilà, moi j'en aurais terminé avec ma présentation Padlet. À toi, Manu. Ici, Kahoot. Alors, Kahoot, je pense que c'est vraisemblablement l'outil que vous connaissez le plus, puisque c'est celui qui a eu pendant longtemps un peu pignon sur rue, c'est celui qui a un petit peu traduit et introduit les outils TIS. Donc voilà, je pense que c'est celui sur lequel on va peut-être passer moins de temps dans la mesure où il est assez connu, mais j'ai le plaisir de vous le présenter dans ses plus-values et dans ses désavantages. Donc voilà, c'est assez simple. Là, je vais me connecter à mon espace Kahoot qui est là. Je vais me connecter ici avec mon compte. Là, ça devrait le faire gentiment. Voilà. Alors, c'est un outil qui est assez intuitif. Le gros désavantage, vous le voyez pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que l'interface est en anglais. Voilà, ça a une limite, mais relative dans la mesure où voilà, on n'est pas en train de lire du Shakespeare. Ce sont des termes assez simples de compréhension, donc on y arrive assez vite. Et voilà, ça c'est la première limite dont on parlera aussi tout à l'heure. Un grand avantage de Kahoot, c'est la base de données. La base de données de quiz, elle est juste énorme, pharaonique. Vous pouvez vraiment, enfin, il y a des quiz de tout et de n'importe quoi. Je ne sais pas, moi, si vous mettez chansons françaises, d'accord, il a pas mal écrit ici, chansons françaises, d'accord. Ben, vous avez des quiz sur la chanson française, d'accord. Si vous voulez des quiz en algèbre, vous avez des quiz en algèbre. Donc, la base de données, elle est juste monumentale. Ça, c'est un gros avantage de Kahoot. Par contre, voilà, faites vraiment attention. C'est fait par des profs, ça peut être fait par des élèves. Il peut y avoir des écueils, il peut y avoir des fautes. Donc, il faut vraiment contrôler si vous importez des Kahoot dans votre bibliothèque à vous. Et voilà, vous trouverez vraiment de tout et c'est vraiment, enfin, c'est ce qui rend aussi cet outil extrêmement probant. Là, je vais rentrer dans ma bibliothèque personnelle, donc dans laquelle il y a des Kahoot que j'ai fait moi, des Kahoot que j'ai importés. Vous voyez, ben là, le Kahoot qui peut évaluer ses limites, c'est celui sur lequel on va travailler ensemble. Kahoot sur les politiques suisses, des Kahoot sur les assurances. Voilà, là, j'ai importé un Kahoot de 30 questions générales de culture générale. Donc voilà, vous pouvez créer votre bibliothèque comme vous voulez. Si vous importez un Kahoot, vous pouvez le modifier à votre guise. Si vous voulez le partager avec vos collègues, il suffit de mettre dans le titre Safe et votre collègue va le trouver en mettant Safe dans la barre de recherche. Donc voilà, on arrive à des choses qui sont extrêmement intéressantes. Là, je vous en ai préparé un aujourd'hui. On a pensé que c'était intéressant en fait de vous présenter l'outil par l'outil. Ce que je vais faire ici. Pour ce faire, je vais le mettre en mode preview, donc en prévisualisation, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez voir et ce qui se passe chez moi, enseignant, et ce qui se passe chez l'élève. Donc, il est là. Donc là, il y a le grand tableau, c'est ce qui se passe chez l'enseignant. Le portable, c'est ce qui se passe chez l'élève. Donc simplement, je vais mettre ici en mode classique. Il y a plusieurs modes, mais en général, on travaille toujours avec le mode classique parce que mon équipe, il est un peu difficile à gérer. Puis il faut créer des équipes avec les élèves, puis ça peut vite créer un peu de tension. Donc classique, ça veut dire qu'ils jouent individuellement. Là, il va générer un code PIN. Donc, je vais demander à mes collègues de s'inscrire. Moi, je vais le faire ici à côté. Donc, vous imaginez que c'est mon téléphone portable. Donc, je vais introduire le code qui m'a été donné, donc 84 344. Je valide. Christophe, vous voyez, il s'est déjà inscrit. Moi, je vais mettre un pseudo. Voilà, je vais mettre Manu.
OK? Là, je vais apparaître sur le mur. Ce mur de pseudonyme, c'est un petit peu une limite de Kahoot, on le verra après ensemble. Donc voilà, je démarre. Ici, vous avez la possibilité de verrouiller ou de verrouiller le jeu. Ici, moi, je vous conseille de le verrouiller. Aujourd'hui, j'ai fait un Kahoot avec les élèves de dernière année. Il y a des personnes qui se joignent au jeu, je ne sais pas qui c'était, donc c'est un petit peu problématique. C'est une option qui est apparue dernièrement pour créer un peu de dynamisme dans ces quiz. Vous voyez, test, une fête et compagnie. Donc, tout le monde peut venir, mais je peux le verrouiller, ça veut dire que personne ne peut rentrer dans le jeu. Mais on est 5 à pouvoir partir, 6 à participer, donc c'est intéressant. Donc ici, un Kahoot, on va voir un petit peu les limites et les plus-values. Donc là, la question va apparaître sur le tableau. L'élève doit répondre en choisissant soit le triangle, le genre ou la couleur. Voilà, qu'est-ce que Kahoot? Je vais répondre ici, moi je vais répondre. L'élève répond un petit 10, donc bien sûr son téléphone rouge. Et on a les scores, on a la distribution des résultats. Donc, il y en a 4 qui ont répondu à un outil 0 qui ont répondu à un e-book, 1 qui a répondu à un outil ludique et 1 qui a mis un agenda. Donc, voilà, moi, en amont, j'avais prévu ce qui était juste et ce qui était faux. Donc, il y avait 2 réponses possibles. Donc, voilà, là, j'ai répondu juste. Donc, je reçois sur mon téléphone portable que… j'ai répondu juste. Et donc, maintenant, si je vais suivant en tant qu'enseignant, on va voir que Christophe, toujours le meilleur, il est en tête. Et ensuite, il y a 2 personnages. Magali, je ne sais pas si c'est notre très chère Magali, mais c'est possible, qui me devance. C'est pas cool, Mag. Voilà. Et puis, là, je compte fête et le test, je ne sais pas qui c'est, mais vous êtes meilleur que moi, puisque j'ai répondu un peu plus lentement que les autres. Donc voilà, s'ils répondent juste, il s'affiche. Là, on a déjà un aspect intéressant, c'est que c'est un jeu ludique qui met aux prises, qui exacerbe une certaine forme de compétition et de compétitivité auprès des élèves. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, à savoir que les élèves se prennent super facilement au jeu et ils en redemandent. L'inconvénient, c'est que on ne sait franchement pas dans quelle mesure ils ne répondent pas super rapidement juste pour faire un bon score et avoir le plus de points possible. Et surtout, et c'est là vraiment la limite que je remarque de plus en plus avec Kahoot, c'est qu'on ne sait pas dans quelle mesure le savoir est approprié. Et donc voilà, par rapport à des outils comme Padlet ou des outils comme WooFlash, là, c'est vraiment une limite, quoi. Donc, voilà, on ne peut pas se fier à ce qu'on fait vraiment sur Kahoot pour savoir si le savoir a été approprié au moins. Là, vous avez une autre option, donc le vrai-faux. Ça, c'est une autre option que vous pouvez choisir dans la construction d'entreprise. Voilà, Kahoot permet-il d'alimenter une forme de compétition d'élèves? Vous en avez parlé. Donc là, je vous trouve volontairement. Donc, je viens sur mon téléphone, je réponds faux. Et il me dit, voilà, je suis celui qui a répondu faux. Les autres ont tous répondu juste. On me dit sur mon téléphone, j'ai mon réponse, mais on fait du renforcement positif, on croit en toi. Donc voilà, je suis à la 6e place, j'ai 266 points en moins que la personne qui me devance ici, qui est Christiane. Donc voilà, ça crée vraiment une compétition, un jeu, une volonté d'avancer dans le jeu et de faire des points. Mais voilà, est-ce que c'est juste du jeu ou c'est de la pédagogie? C'est un petit peu la limite. On va voir comment on peut l'utiliser tout à l'heure pour peut-être l'utiliser de façon constructive lors de vos séquences de cours. Donc voilà, il y a Monsieur Test ou Madame Test qui est en tête. Ils ont déplacé Christophe. Qu'est-ce que tu fais, Christophe? Donc voilà, pour 3 points. Donc on voit ceux qui montent et ceux qui descendent. Moi, je suis bon dernier, mais j'accepte le verdict. Des fois, les élèves, ils ont un peu plus de peine à accepter certains verdicts. Il y a vite les hormones qui peuvent agir. Et au niveau de la gestion de classe, ça peut poser problème. Donc voilà, il faut vraiment définir un cadre clair quand on travaille avec Kahoot, parce que sinon ça peut vite déraper et on perd vite le contrôle de ce qui se passe avec les élèves. Donc voilà, une 3e question, à quel moment de vos séquences didactiques peut-il être utilisé? Donc là, je vais répondre en évaluation sommative. Par exemple, on va voir si je suis juste, j'attends qu'ils aient répondu. Donc tout le monde a répondu juste, sauf moi, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, en guise d'amorce, moi, je l'utilise assez souvent au début des modules. Par exemple, j'ai introduit un module de politique suisse dernièrement. J'ai passé sur Kahoot les différents conseillers fédéraux. Voilà, c'était divertissant. Tout le monde connaissait Bercé parce qu'il est au haut de l'affiche actuellement, les autres un petit peu moins. Donc, c'est vraiment de l'amorce. Il n'y a aucune volonté d'évaluation, rien, mais ça met les élèves dans le jeu du thème qu'on va développer. En évaluation diagnostique, alors ça, je l'ai beaucoup plus fait dans le cas de mes cours de maths, où vraiment c'est important pour moi de savoir ce que les élèves savaient et un peu moins.
Voilà, ça m'a un petit peu biaisé les résultats parce que finalement, je pensais que certains domaines étaient acquis, mais ce n'était pas le cas. Il y a quand même 25% de chances que l'élève tombe sur la réponse juste, voire plus, hein, ici, puisque j'ai choisi plusieurs réponses justes. Donc voilà, mais on peut le faire pour savoir ce que l'élève maîtrise déjà. En évaluation formative, ça marche assez bien si les élèves se prennent au jeu et qu'ils ne répondent pas ultra rapidement juste pour répondre. Par contre, je pense qu'en évaluation sommative, un peu à l'image de WooFlash qui permettrait peut-être cette utilisation-là, Kahoot n'a vraiment, à mon sens, aucun intérêt à être utilisé comme évaluation sommative parce qu'il suffit que quelqu'un ait ripé sur l'écran, il vous dise « Ouais, monsieur, moi je voulais répondre ça, mais je n'ai pas répondu ça ». Après, il faut revenir. Bref, ça n'a aucun sens et je pense qu'on ne s'est pas configuré pour pouvoir, à un certain moment, évaluer les connaissances des élèves à ce niveau-là. Donc, voilà. Au niveau des scores, Christophe repasse en tête. On continue. Moi, je suis toujours bon dernier. Vous voyez, 4e question. Quelles sont les plus-values pédagogiques de Kahoot? Ben voilà, là, je vais répondre juste pour faire. Rouge, mais il y avait 3 bonnes réponses que j'avais définies préalablement. Donc, effectivement, je vous l'ai dit, il y a une base de données qui est vraiment monumentale. Par contre, il faut vraiment vérifier, sauf si vraiment vous avez un cas particulier où vous vous dites, ben voilà, c'est la fin de journée, il reste 5 minutes, vous avez 4-5 élèves, vous dites, ben, il nous reste 5 minutes, on fait vite un Kahoot, vous en choisissez un au hasard, mais il faut clairement le stipuler à l'élève. Moi, je n'utilise pas comme ça parce qu'on peut vite perdre de la crédibilité en tant qu'enseignant s'il y a plein d'erreurs dans ce Kahoot. Donc, vérifiez vraiment tous les Kahoot au départ. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on veut partager les quiz avec les collègues. Il faut juste référencer les choses. Après, on les trouve assez facilement dans la base de données Kahoot. D'accord. Et surtout, là où c'est super intéressant, c'est que voilà, on peut éviter de devoir reconstruire un Kahoot de A à Z et on peut rapatrier, se réapproprier, importer des questions d'autres Kahoot. Et voilà, là, c'est vraiment intéressant parce que la base de données, elle est énorme. Alors, ouais, il faut filtrer après en français parce que voilà, il y a dans toutes les langues possibles et imaginables. Mais ça, ce sont vraiment les plus-values. Donc là, j'ai répondu juste, toujours à la 6e place. J'ai 930 points de moins que Mag. Donc voilà, on continue. On arrive à la question suivante. Mais d'abord, on nous montre le tableau des scores. Christophe, ici, vous voyez, il est en feu. Il est bien. Et il a fait une série de 4 questions, donc ça crée vraiment une émulation, une volonté, une compétitivité. Donc là, c'est intéressant, mais voilà, il faut cadrer tout ça. Et ça, c'est vraiment la difficulté. Et moi, je m'en rends compte de plus en plus. Et j'évite ces derniers temps vraiment utiliser Kahoot parce que c'est difficile. Et un outil comme WooFlash permet d'aller beaucoup plus loin dans l'appropriation du savoir, tout comme un Padlet. Mais voilà, ça reste mon point de vue, c'est subjectif. Je vous laisse libre de vos choix qu'on fera par la suite pour savoir ceux qu'on veut institutionnaliser. Voilà, 5e question. Quelles sont les limites de Kahoot? Alors là, c'est intéressant. Déjà mentionné. Là, je réponds juste. Voilà, l'interface est en anglais. C'est une limite, mais elle n'est pas énorme parce que finalement, c'est assez intuitif et compréhensible. La version premium, elle est extrêmement chère, donc on est dans l'ordre des 12 $ par mois, donc voilà, ça fait 144 $ par année. C'est une somme, personnellement, je trouve assez conséquente pour un outil qui, finalement, dans sa version réduite, permet déjà de faire pas mal de choses. Voilà, les pseudonymes, je vous en ai parlé avant, donc Kahoot les bannit s'ils sont insultants ou autres, mais en anglais. Voilà, vous ne savez pas ce qu'il y a là derrière. Certains connaissent le nom de la mère, de la sœur et de la grand-mère. Et voilà, on profite pour se venger de certaines choses. Donc là, il faut vraiment faire attention. Moi, si quelqu'un ne met pas son prénom, je le bannis simplement de Kahoot, parce que sinon, ça devient ingérable. Déjà, vous ne savez pas qui répond, s'ils prennent des pseudonymes qui n'ont rien à voir. Donc voilà, au début, je les laissais libres. Là, je cadre au maximum. Et je vous l'ai dit, on ne sait pas dans quelle mesure vraiment ils s'approprient le savoir. Parce que voilà, il n'y a pas moyen sur le moment de savoir si l'élève a vraiment réfléchi. S'il réfléchit, il perd du temps, donc il va répondre plutôt instinctivement. Donc ça, c'est vraiment les limites de Kahoot, à mon avis. Donc voilà, le tableau des scores. Christophe est toujours en tête. Dernière question. Voilà, c'est une question sur Kahoot éducation. Ça, je pense que vous connaissez un petit peu moins. Donc je vais répondre rouge. Donc voilà.
Ici, Kahoot Éducation, c'est vraiment un outil qui vient de développer, Kahoot vient de développer, et voilà, il permet énormément plus, on va beaucoup plus en direction d'un WooFlash, il permet de faire des groupes classes, de connecter vraiment plus directement les enseignants entre eux, et surtout là, et c'est la plus-value de ce Kahoot Éducation par rapport au Kahoot standard, c'est vraiment de suivre la progression de l'élève, parce que dans un Kahoot, vous n'avez pas de suivi de progression comme dans WooFlash, et ça, c'était une des limites. Par contre, Kahoot Éducation, c'est de nouveau hors de prix. Donc, il faudra voir un petit peu en fonction de ce qui ressort des sondages qu'on va proposer à tous les enseignants, savoir comment on va un petit peu imbriquer tout ça pour savoir quels outils on va utiliser. Honnêtement, moi, je trouve que dans la version gratuite, on a déjà les éléments suffisants pour permettre de faire quelque chose. Voilà, je vous laisse découvrir tous les outils que la fonction Premium met à disposition. Ils sont nombreux. Voilà, je n'ai pas le temps maintenant de le faire. On le fera lors de la formation continue si on choisit Kahoot comme outil. Donc voilà, là je sors de mon partage, je reviens sur la séance ici. D'accord, je quitte le partage. Donc voilà, on a réussi à maintenir le temps imparti. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si quelqu'un veut intervenir. On est nombreux. S'il y a quelque chose d'important, si vous voulez rajouter quelque chose, faites-le. Sinon, il y aura un autre espace webinaire, si vous le souhaitez, pour vraiment proposer vos outils. Nous, on a essayé aujourd'hui de faire au mieux. On sait qu'on ne répond pas forcément à toute la demande. On sait que ces outils, il y en a de plus en plus, que c'est difficile de savoir ceux qui pourraient vraiment, en un seul outil, répondre à tous les besoins. On sait aussi que certains utilisent Moodle dans certains domaines. Donc voilà, on reste ouvert à ce développement. L'idée, c'est vraiment qu'on construise ensemble avec ces outils, que ceux qui ont plus de difficultés à s'y approprier, qu'il y ait une formation continue qui soit mise en place. Parce que, comme l'a dit un petit peu Cédric, et on en est conscient, ce sont des outils qui ne feront pas la pédagogie, mais qui auront un lien étroit avec la pédagogie, qui pourront nourrir la pédagogie. Moi, je me rappelle, j'étais vendredi avec des constructeurs de route, il y a un élève qui me dit ah, mais monsieur, avec votre WooFlash, c'est génial, c'est la première fois qu'on voit ça, et le savoir, il rentre tout seul. Et c'est là qu'il y a une gratification du travail fourni avec ces outils. Donc voilà, ils ne répondront pas forcément aux besoins de tout le monde, mais là, j'étais content de savoir que finalement, ça servait à eux. Ça lui a servi, et surtout qu'il trouvait son compte dans son cours sur le droit du travail. C'est un peu indigeste, le droit du travail. Donc là, je l'ai mis un petit peu sous forme de WooFlash, et franchement, les élèves ont super bien réagi. Donc voilà, l'important, c'est qu'on construise tous ensemble. Je repasse la parole à Christiane. Et sinon, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis juste que la grille va être mise à disposition dès demain dans l'équipe Teams. Que la vidéo, pour autant que ça ait marché, on l'espère, du webinaire sera mise aussi à disposition. Donc, s'il y a d'autres enseignants qui veulent l'avoir, qui n'ont pas pu prendre cette heure-ci à disposition pour nous suivre, peuvent l'avoir. Et puis sinon, voilà, je pense qu'il faut qu'on avance tous ensemble, qu'on construise tous ensemble. N'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins. On sait que vous travaillez dans les différents domaines un peu de façon individuelle. L'idée, c'est vraiment qu'on tire tous à la même corde et qu'on puisse construire ensemble. Donc voilà. Christiane ne voulait plus. Enfin, c'est bon, Christiane a répondu à la conversation. Christophe, c'est tout bon? Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Sinon, pour notre part, on était ravis de partager tout ça. On espère que vous avez pris du plaisir. Certains, vous connaissez déjà les outils. Donc voilà. Et puis sinon, on vous souhaite une toute bonne soirée. Pour ceux qu'on n'a pas l'occasion de croiser, de bonnes fêtes de Pâques. Faites attention à vous, et en espérant qu'un jour, on va présenter ce genre d'outils aussi en présentiel. Et voilà, le format est super intéressant parce que nous, on est là les trois, mais vous êtes tous chez vous en train de vous reposer. Vous ne devez pas être tous ensemble. Donc voilà. Merci infiniment et à tout bientôt.